présidentielle du 28 décembre polarise l'attention et se retrouve être dans tous ses états. La DGE sur la sellette, mesdames et messieurs, le CNRD a fixé le cap, le retour à une vie constitutionnelle normale. Déjà, caution, parrainage, candidature, tout se bouscule. Comment et pourquoi? Avec mes trois invités ici même au plateau de la télévision nationale. À ma droite, M. Aluseni Makanera Kake. Il est le coordonnateur de la synergie Mamadi Doumbouya 2025, ancien ministre de l'Information et de la Communication. Bienvenue dans cette émission, monsieur le ministre. C'est un devoir. Bien. Alors, docteur Selou Diallo, il est docteur en droit, avocat de son État, il est dans cette émission GID. Bienvenue, docteur. Merci, monsieur Diallo. Et monsieur Aboubakar Sidiki Diallo, il est le président de l'UMP, il est juriste de son État. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous. Voilà, comme je vous l'ai dit que la Guinée bouge, n'est-ce pas, avec des mutations à la clé, nous nous acheminons vers la présidentielle de tous les enjeux. Aujourd'hui, il y a des actes forts qui sont posés. Vous avez compris que la DG a été confirmée comme étant, n'est-ce pas, la structure qui va gérer la présidentielle de décembre 2028. Caution, parrainage, tout est en branle actuellement. Quelle est votre première lecture, monsieur le ministre, par rapport à cette question? D'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer et féliciter les membres du CNT qui ont travaillé sur les textes qui nous permettent aujourd'hui d'aller à une vie constitutionnelle normale. Je m'en voudrais si je ne félicite pas les membres du gouvernement et surtout le président de la République qui a affirmé dès le départ la volonté politique de partir sûrement vers le retour à l'ordre constitutionnel qui va garantir la paix et la tranquillité en donnant plus de pouvoir au peuple. C'est pour toutes ces raisons, aujourd'hui, moi je suis très heureux parce que dès le départ, quand il y avait le débat autour de la CENI, moi j'avais dit, quel que soit ce que nous allons faire, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que l'organe soit fonctionnel, de manière que, même si c'est votre propre fils qui est candidat, que vous ne puissiez rien faire pour lui. Si cela est réalisé, on n'a pas besoin de savoir qui organise, qui n'organise pas. Oui, mais est-ce que vous n'anticipez pas déjà? Parce que c'est vrai que nous avons eu à enregistrer un grand succès dans l'organisation du référendum, mais ce n'est pas le même enjeu fondamentalement avec la présidentielle, monsieur le coordinateur. Bon, moi je pense qu'il n'y aura pas assez de différence. Le référendum a prouvé que le peuple de Guinée a besoin de s'exprimer. Par sa forte mobilisation lors de ce scrutin, mais surtout que ce peuple a besoin aujourd'hui de prouver à la face du monde qu'il est en phase avec la politique qui est développée en ce moment. C'est pourquoi quand vous prenez et le taux de participation et le taux pour le oui, ça prouve à suffisance aujourd'hui que le peuple se reconnaît dans tous les actes que le CNRD est en train de poser. Est-ce que c'est votre avis, docteur, monsieur Sidiki? Oui, moi je crois que on est dans une démarche où il faut poser les premiers actes. Vous avez vu comment le CNT est arrivé. Il joue le rôle des élus, mais ils n'ont pas été élus. Mais il faut commencer par quelque part. Donc aujourd'hui, ils deviennent de facto le constituant originel des textes constitutionnels. On ne peut pas critiquer ça, parce qu'il faut faire ces textes. Il a été dit qu'il faut mettre un organe technique pour organiser désormais les élections. Vous savez, depuis toujours, moi j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec l'existence des CENI, parce que ça démontre l'immaturité de l'État à organiser les élections. Alors, et c'était encore très mal réfléchi, la composition des anciennes CENI. On prend 2 équipes de football. On dit que chaque équipe nous donne des éléments pour constituer le trio arbitral. Et on veut que le résultat soit bon. Et souvent, lorsque le résultat est contesté,
par l'un des sociétaires qui en emporte 50% de contribution dans le capital, si je peux me permettre d'exprimer comme ça. C'est-à-dire que l'opposition est à la parité, 10-10, donc ils sont, disons, à 40% membres de la CENI, mais quand la CENI finit de produire ses effets, ils contestent tout le travail de la CENI. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les CENI. Exactement. Mais il se trouve que la nouvelle constitution aussi a prévu un organe technique à son image. Parfait. Voilà. Et aujourd'hui, il y a la direction générale des élections. Cette direction, pour moi, elle va jouer le rôle, pour l'instant, pour commencer et passer cette phase-là, organiser les élections. Son baptême de feu a été réussi. Le référendum. On va voir les présidentielles. Après, il y aura une loi organique qui va définir la composition, les attributions, le fonctionnement de cet organe technique qui va organiser les élections. Et après, on va pourvoir à cet organe et de facto, il va remplacer la DGE. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Pour revenir à votre question initiale, alors j'ai une lecture positive et pleine d'espoir. La transition, synonyme de refondation, doit se terminer. C'est sa vocation. Et tant mieux, nous y acheminons. Nous nous dirigeons pas dans la précipitation, mais sereinement, avec des actes qui, de mon point de vue, sont maîtrisés. Et c'est extrêmement important. Parce que, certes, tout n'est pas réussi dans la transition, mais ce n'est jamais 100% succès nulle part. Mais cette transition nous a permis de faire un audit, de nous regarder, de savoir ce que nous sommes, de regarder nos réalités en face, les vraies réalités, de rencontrer nos compatriotes, de se poser les questions de quelles sont nos aspirations. Et des réponses ont été formulées, des solutions ont été proposées. Et je pense que l'ère de vérité est arrivée. Nous allons sortir de la transition pour connaître, restaurer avec l'état de droit, la démocratie, la légitimité, l'élection, la souveraineté populaire. Ce n'est que tant mieux. Et pour juste aller dans le sens un peu de ce qu'a dit mon co-débatteur de gauche, au fait, la loi organique sur l'OTIGE a été déjà adoptée. Elle est entrée en vigueur, promulguée par le président de la République après avis de la Cour suprême, et c'est ce qui est le code électoral. L'OTIGE en question, pour l'instant, n'est pas mise en place. Donc la DGE et l'ONASUR vont s'occuper du processus électoral, de tout ce qui est aspect opérationnel, décisionnel, surveillance, planification, etc. Et c'est dans l'ordre normal des choses. Lors de notre dernier débat, je pense qu'on a eu examiné sur la légitimité juridique, la conformité de cette opération-là, et c'est tant mieux, je pense que les différents téléspectateurs ont eu à comprendre. Il n'y a pas de problématique juridique. En tout cas, les actes posés aussi sont allés dans le sens de notre débat. Du débat qu'on a eu, et c'est tant mieux. Ça nous conforte dans l'idée de poursuivre nos différents échanges dans la mesure où, de mon point de vue, nous apportons quelque chose de positif dans la construction de la nouvelle République et surtout dans le processus de retour vers l'ordre constitutionnel. Pour reconnaître aujourd'hui, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, aucun Guinéen ne peut dire qu'il ne connaît pas ce texte. Un travail important. Est-ce que vous êtes docteur, vous êtes technique, quand vous dites qu'aucun Guinéen ne peut dire qu'il ne connaît pas ce texte, cela veut dire peut-être que vous avez des indicateurs d'appréciation. Est-ce que vous avez des indicateurs? Bien entendu, les indicateurs sont là. Nous avons un gouvernement, des membres du CNT et des acteurs, même des citoyens qui n'ont aucune fonction étatique, qui ont accepté de sillonner tout le pays. Il y a eu d'abord la vulgarisation, ensuite la campagne. Il n'y a aucun village, à ma connaissance, de la Guinée, là où des compatriotes, qu'ils soient des pouvoirs publics, des acteurs politiques non déclarés officiellement pour l'instant, ou des simples citoyens, n'ont pas été pour expliquer le contenu de ce texte. Donc, fondamentalement, il est connu de tous. Le processus électoral s'est déroulé, il y a eu une forte mobilisation lors du référendum, ce qui dénote aussi l'intérêt. Le pourcentage que nous avons obtenu, c'est un pourcentage extraordinaire. Je pense que rarement la Guinée a connu une participation aussi élevée pour une élection. Et ça dénote l'intérêt aussi que le peuple a pour la nouvelle République qui va être mise en place. Parce qu'il a compris. Il a compris qu'il doit participer
à la construction de nouvel État. Que tout se règle par le droit, la politique et le droit. Donc, il ne sert à rien de rester à marge du progrès. Il faut l'accompagner, être un acteur, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra l'influencer et donner une dynamique positive à ce à quoi nous aspirons. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez parlé justement de l'espoir que vous avez, n'est-ce pas, suscité par les mutations qui s'opèrent. Est-ce que sur la question, vous avez intégré la dimension, n'est-ce pas, qu'il y a certaines revendications d'une certaine frange aussi des politiques qui s'estiment marginalisés à marge justement du processus? Oui. Je crois que c'est ça même le moteur du développement. Je vais abonder dans le même sens que le docteur. Aucun travail humain n'est parfait. C'est dire que, quel que soit ce qu'on va faire, il y aura des revendications. Et ces revendications doivent se faire dans un cadre bien structuré, bien ordonné, ayant pour seule intention d'aider à faire bouger les lignes. Mais souvent, ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas ou bien ce n'était pas? Souvent, oui. Ce n'est pas le cas de l'autre côté. D'accord. Ceux qui s'estiment aujourd'hui qu'ils sont opposants, parce qu'en réalité, pour moi, on n'aurait jamais parlé de l'opposition avant la fin de la transition. C'est qu'après la transition, après les premières élections, on allait former la majorité présidentielle et l'opposition. Chacun allait fournir beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la transition soit réussie. Le docteur a dit quelque chose qui me paraît très intéressant. Pratiquement, vous complétez là aujourd'hui. Oui, parce qu'il dit que personne ne dira qu'il ne connaît pas ce texte. Moi, je vais aller d'ailleurs plus loin. Le texte que nous avons aujourd'hui, sa particularité est que la population a été consultée en amont. D'abord, on est venu demander à la population. Nous sommes en période de transition. On est en train de préparer, élaborer une constitution. Comment vous voulez donc, si je comprends, qu'on établisse cette constitution? La population, les couches socio-professionnelles, les villages, les imams, tout le monde. Bien. Si je me mets dans cette dynamique-là, je dirais les techniciens ne sont venus que pour mettre la forme. D'accord. Maintenant, on va voir le mécanisme. Les dés sont jetés. Il y a eu des actes qui ont été posés. D'abord, l'un des axes forts, justement, de la dominante, c'est que la direction générale des élections, n'est-ce pas, est désormais fondée d'organiser cette présidentielle. Vous savez, vous êtes des politiques, pendant longtemps, vous étiez opposés, n'est-ce pas, à ce que le ministère de l'administration du territoire organise. Vous aviez, n'est-ce pas, taxé ce département de tous les courroux, n'est-ce pas, de la terre. Aujourd'hui, vous changez, n'est-ce pas, de fusil d'épaule. Comment est-ce qu'il faut l'expliquer? Je vais entendre les politiques sur la question. Bon, moi, je voudrais vous dire que souvent, c'est humain. C'est difficile de dire qu'on a échoué. Sinon, les politiques allaient avoir le courage de dire que sur cette question de CENI, ils ont échoué. Si nous prenons la petite histoire... Non, je ne parle pas de la... Oui, d'accord, allez-y sur la CENI, oui, d'accord. Oui, sur la CENI, l'organisation, oui, l'organe qui organise les élections. Oui. La petite histoire, à partir de 2010, on se rappelle, oui. C'est un Guinéen qui a organisé le premier tour. Oui. Les gens n'étaient pas d'accord. On s'est battu entre nous, on n'a eu confiance à aucun Guinéen. Oui. On a dit qu'il faut faire venir quelqu'un d'ailleurs. Oui. Tantôt, le général malien est arrivé. Oui. Quand lui aussi on l'a organisé, on n'était pas d'accord. On dit maintenant il faut faire parité 50-50. Oui. Certains même ont envoyé des parents. Oui. Mais après ça aussi, c'est le même échec. Oui. Finalement, l'objectivité voudrait dire qu'on disait on a échoué avec cette affaire de CENI-là. Laissons le ministère qui a les prérogatives d'organiser les élections, organise. Cela veut dire que vous êtes ravisé. Absolument. Mais moi, je n'étais pas de ce groupe. Moi, j'avais toujours dit que le combat que les politiques doivent mener, c'est de faire en sorte
quel que soit celui qui organise les élections, même si c'est son propre fils qui est candidat, qu'il soit incapable de l'aider. C'est ça la réalité. Écoutez, docteur Sidiki aussi sur la question, parce que lui, il était au devant de la scène sur ces questions de revendication. Oui, exactement. Vous savez, le problème en Guinée, c'est que les gens qui se battent pour changer, lorsqu'on veut discuter du changement qu'il faut apporter, chacun s'invite pour chercher sa part. La CENI, dès le départ, l'idée, même si elle est tordue, mais elle était efficace. Parce que tordue, pourquoi? Dans un pays normal, on ne parle pas de CENI. CENI, c'est lorsqu'il y a une défaillance criarde de confiance entre l'État qui a le pouvoir régalien d'organiser les élections et les acteurs politiques qui sont les compétiteurs. Donc quand on n'est pas parvenu à trouver réellement la confiance et le mécanisme pour que ça donne confiance à tout le monde, on dit on crée une CENI. Vous vous souviendrez de l'expression mythique du président général Lansana Conté qui dit que quand on lui dit que la CENI elle est indépendante, ça le fait rire. Indépendante par rapport à qui? Indépendante et souveraine, il dit non, elle est par rapport à qui? Donc, alors, les politiques sont venus, l'idée elle est belle, mais c'est que chacun a cherché à avoir le contrôle de l'appareil. Donc, une idée préconçue à pouvoir utiliser l'appareil à ses fins. On a dit, il faut qu'on soit dedans, qu'on regarde, on dit d'accord. Ils disent parité, on dit d'accord. Mais quand vous êtes propriétaire d'une chose à 50%, lorsque cette chose engage une responsabilité, vous en assumez 50% la responsabilité. Bien. L'opposition qui est en parité avec la mouvance, à 50% dans l'organisation des élections, quand elle commence à contester les élections, elle met tout au dos de l'État. Elle oublie même sa responsabilité d'avoir mis 50% de la composition de la CENI pour dire que oui, nous sommes responsables à ce titre-là. Et donc finalement, la CENI était devenue un objet de revenu pour eux. Tu envoies 5 commissaires, tu sais que ces 5 commissaires, chacun fait ses deals là-bas. Et donc la CENI, elle est irresponsable. Si je comprends, vous êtes rentré aussi dans la négation des CENI et vous épousez désormais la démarche Matap, c'est cela? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, si l'État récupère son rôle régalien d'organiser les élections, parce que vous savez, les élections sont des facteurs de stabilité ou de désordre. Lorsque l'élection est contestée, ça peut envoyer le pays à tous les égarements. En tout cas, les CENI, on avait fait mal parler d'eux en termes justement de fiabilité. Non, pas de fiabilité simplement, même de stabilité. Exactement. Bien, monsieur le docteur. Sur cette question, monsieur Diallo, je pense qu'il faut rester nuancé tout de même. Les CENI sont des acquis. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance plutôt, disons, un mouvement d'ensemble pour jeter l'opprobre sur le CENI qu'il faut y aller. Les CENI ont fait leurs preuves ailleurs. Et même chez nous, c'est le fruit d'une lutte qui a été menée pendant de très longues années de revendications politiques, différents acteurs de différents bords, parce qu'il faut le reconnaître. L'organisation, nos pays n'ont pas atteint la maturité nécessaire pour que l'on reste confiant à un niveau élevé lorsque c'est les structures centrales de l'État qui organisent les élections. Il y a toujours de la suspicion et la suspicion n'est jamais bonne lorsqu'on va dans un processus électoral. La méfiance doit céder la place à la confiance et c'est pour ça que les CENI avaient été mis en place. Et il ne faut pas non plus se méprendre. Le nouveau cadre juridique et institutionnel qui est mis en place par le nouveau code électoral et par la Constitution n'est pas totalement contraire à ce que nous connaissions avant. Il y a quand même un organe qui s'appelle OTIGE, qui est technique et qui est indépendant, autonome, donc à l'image des CENI. Ce qui change fondamentalement, c'est la composition des structures. Par le passé, on avait des CENI politiques et c'était le choix des différents acteurs qui avaient le pouvoir décisionnel d'envoyer là-bas des politiques. Opposition, majorité et 2 de la société civile. À l'époque, je pense qu'ils étaient 17, 2 sociétés civiles et plus 5, je pense, des différents bords politiques, mouvances et opposition politique de l'époque. Avec l'OTIGE, nous avons 11.
Et ce que vous verrez, et c'est salutaire, dans le nouveau cadre, nous avons une structure technique. Il n'y a de représentants d'aucun acteur politique, fût-il de l'opposition ou de la mouvance. C'est ça le salut. Ce que nous avons, c'est une structure de 11 personnes qui sont désignées, un par le président de la République qui sera élu, 3 par l'Assemblée, dont un le bureau, un de la mouvance et un de l'opposition parlementaire, un du Sénat, 2 de la société civile, si je ne me trompe pas, un du corps professoral, un avocat et un magistrat. Vous voyez, à ce niveau, il n'y a pas de présence de politiciens. Et mieux encore, et c'est encore extrêmement salutaire, il leur est interdit de participer à une compétition électorale, encore moins d'appartenir à un parti politique. Et là, ce que nous avons, et c'est là un acquis, donc c'est une progression de ce que les CENI ont eu comme défaillance, ont été corrigées, ces défaillances-là, pour que on nous propose un organe, cette fois, technique, détaché, et pour organiser l'élection. Maintenant, pour finir sur cette question-là, relativement à la présidentielle et au fait que c'est l'OTIGE et l'ONASUR qui vont organiser le processus électoral de l'élection présidentielle, il est clair que la DGE a fait ses preuves avec le référendum et nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que la Guinée est sortie grandie, la démocratie est sortie grandie et le peuple s'est reconnu dans ce processus-là. Maintenant, la présidentielle étant différente, et il y a un état de fait, je pense qu'il faut que nous essayions de corriger assez rapidement. L'ONASUR a prêté serment. Les membres de l'ONASUR ont prêté serment près de la Cour suprême. C'est prévu par le texte qui les organise. Il se trouve que c'est la DGE qui va jouer le rôle de l'OTIGE, essentiellement. Or, il se trouve que les membres de l'OTIGE doivent prêter serment. Malheureusement, pour l'instant, les cadres de la direction générale de l'élection qui sont impliqués dans le processus et qui vont gérer la présidentielle, eux, n'ont pas prêté serment encore. Donc, ça serait très bien. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que nous sommes en période de transition? Parce que comme on l'a dit... Non, ça n'a pas empêché les membres de l'ONASUR de prêter serment. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une sorte d'enchevêtrement, c'est-à-dire pendant cette période-là, parce que ce n'est pas, comme vous l'avez dit, c'est l'OTIGE qui devrait jouer justement, le rôle quand on transfère, M. Diallo, quand on transfère les attributions, si moi on me dit que je dois avoir une montre et je dois regarder l'heure à 10 heures, si on m'enlève ma montre et qu'on vous la donne, et qu'on vous dit vous devez regarder l'heure, c'est normal que vous ayez une montre. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas transférer les attributions d'un organe sans donner les pouvoirs. Déjà, ils ont les pouvoirs de l'organe. Donc, il faut que les devoirs des membres de cet organe leur soient aussi applicables. Vous savez, le serment, il a la particularité de faire peser sur les personnes qui font ce serment un devoir, une certaine hauteur, une certaine retenue dans les actions. Et ça ne fera que participer à la crédibilisation de l'élection. D'accord. Pourquoi? Je vais juste finir sur ça, M. Diallo. Vous savez pourquoi ils n'ont pas prêté serment? Parce qu'au départ, c'était organisé par un décret. Et au départ, ils n'étaient pas censés jouer le rôle de l'OTIGE. Maintenant qu'ils sont censés jouer le rôle de l'OTIGE, je pense que ce serait très bien que les membres de l'OTIGE, enfin de la DGE, qui vont participer à l'élection, prêtent serment comme l'auraient fait les membres de l'OTIGE. Oui, mais ce n'est pas exclu encore. Nous sommes dans... Justement, c'est un appel, c'est un plaidoyer, justement. Vous en tirez, mais pourquoi ne pas aller, peut-être pour boucler ce pan de notre émission, pourquoi ne pas aller vers une administration électorale? Parce qu'il y a des pays quand même où même s'il y a des mutations ou alors des transitions, il y a une administration électorale qui existe, qui fonctionne au-delà, n'est-ce pas, des élections ponctuelles. Le Ghana en a donné quand même un exemple très illustratif. Je ne sais pas votre lecture, monsieur le ministre. Bon, je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que le docteur a dit. Quand nous avons dit que l'ancienne CENI n'a pas donné le résultat escompté, cela ne veut pas dire que les actes posés par la CENI n'étaient pas à la hauteur. Très bien. Mais c'est la perception des acteurs politiques. Parce que ceux qui se battaient pour mettre la CENI en place, ils disaient qu'ils n'avaient pas confiance à l'administration publique. Mais après l'organisation des élections, c'est les mêmes personnes qui ont contesté de la même manière comme si la CENI n'avait jamais existé. Alors qu'au fond, que ce soit l'OTIGE, que ce soit l'administration électorale au niveau du MATD, ce qui est d'ailleurs, l'idéal voudrait que ça soit ainsi, l'objectif principal qui doit nous animer tous,
c'est de faire en sorte que ceux qui sont censés poser des actes ne puissent pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi, quelle que soit la structure qui va organiser. Moi, je pense que c'est là-bas où il faut concentrer le maximum d'efforts. Et du débat. Moi, je viens de lire l'OTIGE, l'organe technique indépendant de l'organisation des élections. C'est hier seulement j'ai lu. Mais si moi, on m'avait demandé, si j'avais le choix, je ne vois pas l'importance de l'OTIGE. Moi, je crois que l'organisation des élections en République de Guinée doit revenir exclusivement au ministère de l'administration du territoire. D'accord. Mettre l'OTIGE en place veut tout simplement dire qu'on est incapable d'amener l'administration du territoire à organiser de bonnes élections. D'accord. En attendant, on va se conformer justement aux nouvelles dispositions. Non, vous savez, on ne respecte pas la loi parce qu'on est d'accord ou pas, on la respecte parce qu'elle est loi. Voilà. À partir du moment où la loi prévoit ça, on est obligé de la respecter. Duralex Cedex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc on va passer, monsieur le ministre. Oui. Alors aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des actes qui sont posés. On sait par exemple que la caution est fixée déjà, il y a eu un plafonnement, ou bien? C'est ça, le plafonnement. C'est ça? Est-ce que ces chiffres ne vous font pas frémir? Honnêtement. Je vais commencer. Bon, d'accord, allez-y. Non, cette fois-ci, commencez là-bas. La patate est chaude ou quoi? Alors, allez-y. Merci bien. Oui. C'est très important. Vous savez, une élection, ça n'emporte beaucoup d'autres éléments à prendre en appréciation. D'abord, tout le monde a droit. Maintenant, comment est-ce qu'il faut décourager certains qui ont le droit de ne pas aller vers leurs droits? Parce qu'il faut normaliser. Sinon, tous les Guinéens allaient compétir. Tout le monde veut être président de la République. Mais si on ne fixe pas des règles pour filtrer, alors ça devient de la débandade. Imaginez-vous que si on met la caution à 30 millions, mais vous allez avoir plus de 500 candidatures. Et chaque candidature doit être traitée. Il faut une administration, il faut des moyens, il faut beaucoup de consommables. Quand vous démultipliez ça, ça devient... Vous avez dit à l'entame que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Alors, exactement. De ce point de vue, il faut lui ouvrir toutes les portes. Et les portes sont ouvertes. S'exprimer. Oui, c'est comme quand vous dites opérer un malade. Tous ceux qui peuvent le faire en ont le droit et le devoir. Mais est-ce qu'un vulgarisateur peut dire oui, je suis citoyen, j'ai le droit d'opérer? Je suis d'accord avec Donc il y a de ces corporations pour lesquelles il faut mettre des restrictions. Moi, c'est toujours... Le plafond, par exemple, si vous prenez la caution à payer, elle est importante parce qu'aujourd'hui, vous réfléchirez à 2 fois avant de jeter près d'1 milliard dans une compétition où vous n'êtes pas sûr d'avoir 5%. Ouais. Maintenant, souvent, le problème avant, c'était par rapport au budget de campagne. On fixait des montants, mais quand vous regardez dans le fond, les gens dépensent plus que ces montants. Moi, je ne suis pas très d'accord avec vous. Parce que pour moi, même 2 milliards, je vais vous dire, on a beaucoup de... Non, c'est un plafonnage. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de dépenser. Ils ne sont pas obligés de dépenser. Mais le plafonnage veut dire qu'ils ne doivent pas dépasser là-bas. Sinon, après, ça va devenir une compétition d'ostentation où chacun va montrer des excès d'argent. Dès l'instant que c'est permis, vous savez que les élections, ce n'est pas en Guinée simplement. Les élections aussi sont l'occasion de blanchiment d'argent. Ouais. Docteur en sait un peu. Ouais. Et donc, plus on ouvre l'éventail, plus justement, il y a quand même des choses sur lesquelles l'État doit être très regardant. Mais il y a les mécanismes de contrôle, excusez-moi, il y a les mécanismes de contrôle des avoirs. Très bien. C'est pour cette raison que nous attirons l'attention justement des décideurs pour avoir le regard par rapport à certaines questions. Oui, docteur. Merci, monsieur Diallo. Alors, vous avez parfaitement raison. L'élection présidentielle ne doit pas être un fourre-tout. C'est important que les citoyens qui ont les capacités techniques puissent y aller. C'est un droit de pouvoir se porter candidat. Mais en même temps, ça ne peut pas être ouvert à tout le monde. Donc il y a ce dilemme sur l'arbitrage. Est-ce que là, ce n'est pas ceux qui ont les capacités financières qui viennent, au lieu de ceux qui ont les capacités techniques? Je vais finir. Allez-y. En fait, il y a ce dilemme de l'arbitrage. D'autres pays
parce que la Guinée n'est pas le seul à fixer, à faire ces choix-là. Si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, où l'élection est en train la campagne bat son plein, l'élection aura lieu dans quelques semaines, la caution c'est 50 millions de francs CFA. Si on fait la conversion, c'est peut-être 750 millions francs guinéens. Le Cameroun, récemment, c'était 30 millions francs CFA. Le Bénin a 800 000 $. Rappelons que presque les 875 millions correspondent plus ou moins à 90 000 $. Donc, le montant, pour moi, il est acceptable. Il est raisonnable. Le problème se trouve, parce qu'il a raison de mentionner ça, et c'est important, parce que c'est à la fois pas rien, mais ce n'est pas rédhibitoire. Parce que si vous voulez aller à la rencontre des compatriotes, 875 millions, souvenez-vous que vous ne serez remboursé que si vous atteignez 5%. Et les farfelus, excusez le mot à l'antenne, ne pourront pas participer effectivement à cette élection. Le problème à mon niveau se trouve, l'interpellation plutôt se trouve au niveau des frais de campagne. Et là, je pense que nous avons un corpus juridique qui est en train d'être mis en œuvre. Et s'il est appliqué avec la rigueur qui suit, nous allons connaître une campagne saine. D'abord, sur l'interdiction, il y a plusieurs interdictions, notamment l'utilisation des biens publics dans la campagne. Ça, c'est extrêmement important parce que malheureusement, en Guinée, nous avons toujours tendance à confondre les biens publics aux biens privés ou à les transformer en biens politiques pour faire campagne. Ce n'est pas normal et le code électoral l'interdit et il le fait assortir même de sanctions, à la fois amende et pénale. Et même l'administration doit rester neutre et il est même interdit d'avoir des effigies d'un candidat à l'intérieur des services publics. Tout ça, ce sont des évolutions qui sont salutaires. Et l'autre question sur laquelle je pense la DGE et peut-être la Cour des comptes qui va recevoir plus tard les comptes de campagne et peut-être le ministère de l'économie et des finances qui doit prendre un arrêté pour régir cette question-là, doit prêter attention, c'est les dons et legs. Pour mais les candidats qui sont électoral. impliqués. Oui, c'est prévu, mais justement, c'est là qu'il faut intervenir. Balisé. Parce que vous savez, il est interdit un financement par des fonds extérieurs. Mais sur les fonds de la Guinée, par exemple, moi, il ne m'est interdit nulle part, à ce stade, selon le corpus juridique qui existe, de donner $1 million à un candidat. Vous voyez? Et encore moins sur le rôle que les associations, que les entreprises peuvent avoir. Vous voyez, certes, elles peuvent avoir des obligations internes qui les empêchent de soutenir un candidat, mais rien juridiquement, ni le code électoral, ni la Constitution, à moins qu'il y intervienne un autre texte, ou sauf erreur de ma part, rien n'interdit nulle part à une entreprise de donner de l'argent à un candidat et il n'y a pas de plafonnement. Et ça, il y a des mécanismes de régulation aussi de gestion des fonds. Justement, et ça, c'est ce qui doit être, justement, ce corpus doit être complété. En termes de gouvernance, il y a des d'accord. Ce corpus doit être complété et je m'arrête à ça. Le ministre s'empresse, je crois que là... Je sais qu'il ne va pas être d'accord. Cette fois-ci, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Voilà. C'est ça le débat. Vous savez, c'est vrai, il faut se battre pour éviter les candidatures farfelues. Mais le moyen le plus archaïque, c'est faire par les moyens du biais de l'argent. Il fallait trouver un autre moyen beaucoup plus approprié. Pourquoi? Commençons par la création des partis politiques. On vous demande aucun franc. Parce que l'idéal voudrait que vous faites adhérer les gens par les persuader et non par les corrompre. C'est pourquoi en créant un parti politique, on ne vous demande aucun franc. On demande le statut et le règlement intérieur. Et d'ailleurs, il y a une partie pour dire qu'il n'est pas interdit de donner de l'argent à un candidat. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que quand vous prenez la charte des partis politiques, puisque les candidatures à l'élection, aux élections nationales, ça vient de commencer. Avant, seuls les partis régulièrement constitués pouvaient présenter des candidats. Et quand vous prenez la charte des partis politiques, il est interdit à tous les partis de recevoir des dons et des legs qui dépassent 20% de leur patrimoine. Quand vous prenez des partis qui n'ont même l'un des partis les plus importants, quand on est parti regarder dans son compte, il n'y avait que 30 millions.
Et vous, monsieur le ministre, vous aviez combien? Moi, je n'ai rien. Mais c'est ça la vérité. Donc, c'est pour dire que fixer 30 milliards 35. Comme plafonnement 35 milliards, pour moi, c'est trop. Parce que l'idéal voudrait que l'argent ne soit pas la raison pour amener les gens à voter pour vous. C'est pourquoi offrir un puits ou une route pour que les gens votent pour vous, c'est pénalement interdit. C'est assimilable au trafic d'influence ou corruption. Parce qu'il faut dès maintenant, en fixant la caution... éviter, je suis d'accord avec vous, il faut éviter l'achat de conscience. Parce que normalement, c'est faire connaître votre opinion à travers les médias et les meetings. Mais si c'est pour aller faire des forages, pour donner des millions par-ci, par-là, c'est déjà interdit par la loi. Ouais. C'est pourquoi moi, je pense deux choses. Cette fois-ci, c'est parti. Mais puisque la démocratie, c'est un idéal qu'on n'atteint pas, c'est une dynamique. Pour la prochaine fois, avant d'établir le plafonnement là, il faut demander d'abord, un candidat a besoin de quoi pour partager son opinion à la population. Est-ce qu'en donnant 35 milliards, ça ne va pas être une chaîne qui va attacher les pauvres à faire ce qu'ils ne devaient pas faire? Un. Deuxièmement, dans un pays miné par la corruption, aucun ancien fonctionnaire qui doivent être en principe les candidats dans une élection présidentielle ne peut vous dire qu'il peut avoir 875 millions. Mais s'il a des militants, les militants vont cotiser. Entre nous, même en France là-bas. Je dis, non, monsieur le ministre, ce n'est pas la poche. Attendez. Non, ce n'est pas la poche du candidat qu'il faut voir. Parce qu'en Guinée, longtemps, on a considéré que le leader est le seul dépensier. Mais dans les conditions normales, un parti politique, c'est la mobilisation aussi des fonds, des ressources. Mon frère, il y a même des subventions de l'État. Mon frère, entre nous, revenons sur terre, même en France, les grands partis politiques là, quand ils échouent aux élections législatives, ils vendent leurs sièges. Même là-bas, les militants n'ont pas pu enrichir les partis. Renseignez-vous. Le Parti socialiste a vendu son siège. Les républicains ont vendu leur siège. Quand ils n'ont pas pu faire de grands scores aux élections, seul moyen pour que les partis puissent avoir suffisamment d'argent, c'est quand ils ont des députés à l'Assemblée. Parce que quand vous partez aux élections législatives, chaque voix vous rapporte 1,5 €. C'est ce qui, oui, en France, c'est ce qui permet au parti d'avoir. Aucun parti, la cotisation des militants ne peut vous donner 875 millions en Guinée. Quand vous dites à quelqu'un je suis candidat, il dit vous me donnez combien pour que je vote pour vous. C'est-à-dire je ne veux pas qu'on dise ce qui ne peut jamais être. Sinon on va tromper ceux qui nous regardent. Les militants attendent du candidat de l'argent et non le contraire. Voilà. Donc en fixant la caution, cette fois-ci c'est parti, mais franchement, moi, je voudrais que la caution ne soit pas les moyens de limiter les gens. Au contraire, le système de parrainage, en France, il n'y a pas de caution pour l'argent. C'est le système de parrainage. Pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose? Mais le parrainage est prévu actuellement. Oui, pour les indépendants. Il y a le parrainage même. Le parrainage même, ça c'est pour les indépendants seulement. Oui. Moi, je voudrais qu'on élargisse le parrainage et pour les indépendants et pour ceux qui seront présentés pour les partis politiques pour éviter les candidatures farfelues et de ramener, éliminer la caution. Monsieur le ministre, en attendant... Honnêtement, parce que lorsque, par exemple, on a dit en Guinée... Monsieur le ministre... 70%. Monsieur le ministre... Mais il n'y a pas 10 personnes qui peuvent avoir ça. En attendant, vous faites partie de ceux qui ont manifesté leur approbation, n'est-ce pas, par rapport aux nouvelles dispositions, n'est-ce pas, de la nouvelle... constitution qui régule le mécanisme et le fonctionnement de la société. Donc on va se contenter justement de son appropriation, de son implémentation au niveau des sociétés, de la société. Donnez-moi une minute. Je vais vous dire... Bon, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je vais vous dire que je partage absolument que cette constitution est une grande avancée. Mais je vous ai dit qu'aucune œuvre humaine ne peut revendiquer la perfection. Maintenant, on peut toujours améliorer. Maintenant, dans moins de 3 mois, n'est-ce pas, les Guinéens auront le profit des candidats. Actuellement déjà,
nous avons connaissance qu'il y a des candidatures qui se bousculent malgré justement les questions que nous avons évoquées ici. Parce que je crois que les candidatures doivent être déposées, c'est 55 jours. 55 jours. Avant justement, au la date du scrutin. Ce qui fait que peut-être dans moins de 2 semaines, peut-être on aura eu justement vent de toutes les candidatures et le peuple saura justement quels sont les compétiteurs justement pour la présidence de la 6e République. D'ici là, monsieur le ministre, on vous a vu au devant de la scène. Vous êtes le coordinateur d'une synergie. Vous avez mis le curseur sur, n'est-ce pas, une personnalité de la République et vous avez dit que vous dirigez une synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. Pourquoi 2025, monsieur? 2025 parce que nous sommes convaincus que le général Mamadi Doumbouya sera élu président pendant... Candidat d'abord ou bien élu? Non, il sera élu. Non, nous sommes convaincus qu'il sera président en 2025 là. C'est pourquoi nous, on a mis déjà une date. Heureusement, pour nous, l'élection présidentielle est prévue le 28 décembre. Et je suis certain, le 28, il sera plébiscité. Parce que pour nous, c'est le candidat de rassemblement, de l'unité et de la stabilité et du progrès du pays. C'est pourquoi nous avons regroupé et les partis politiques et les mouvements de soutien et même des personnes ressources qui ne sont dans aucune structure pour synchroniser nos mouvements pour que demain, quand il va être candidat, et je suis certain qu'il le sera, qu'il soit... Vous en avez parlé, monsieur le coordinateur? Non, je n'ai pas parlé avec lui, mais il a dit qu'il est là au service du peuple. S'il est au service du peuple, c'est évident qu'il va écouter le peuple. Et aujourd'hui, partout à travers le pays, en Guinée d'ailleurs, comme à l'extérieur, les Guinéens qui vivent de la diaspora, les gens sont en train de marcher partout pour demander sa candidature. Donc il ne peut pas refuser tous ces Guinéens-là. C'est impossible qu'il les abandonne. Et c'est votre lecture, docteur? Sur l'éventuelle candidature de... Non, par rapport justement à la démarche de monsieur le ministre qui coordonne déjà un mouvement de soutien. On l'a vu, sur le devant de la scène, oui. N'est-ce pas, mobiliser des foules, haranguer, et effectivement, il estime qu'il y a une mouvance déjà en faveur... Et absolument. Et en cela, monsieur le ministre, il excelle. Et c'est tout à son honneur. Vous savez, la démocratie, c'est la diversité des opinions, la liberté pour tout un chacun de choisir l'état de droit, la liberté de tout un chacun pour tout un chacun de se porter candidat pour une élection, y compris, en l'espèce, le GMD, le général Mamadi Doumbouya. En tout cas, la nouvelle constitution... On ne le lui interdit pas pour l'instant. Et donc, moi, je pense que... on va laisser personnellement cette question ne me... Tu n'anticipes pas comme... Oui, je n'anticipe pas et je fais le choix de la prudence et d'attendre que le principal intéressé, en toute souveraineté, en toute objectivité, d'ici là, on me fait signe que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc vous aurez chacun 1 minute justement par rapport à cet enjeu. J'ai dit que la Guinée bouge, il y a beaucoup de mutations qui s'opèrent et c'était une demande sociale, une demande politique, n'est-ce pas, une demande diplomatique, de retour à l'ordre constitutionnel normal. Le cap est fixé pour le 28, les regards, les mutations, les Guinéens sont en branle. Monsieur Diallo, vous allez regarder cette caméra. Et vous êtes pétri d'expérience parce que vous êtes sur le terrain. On vous a vu, vous dirigez un parti politique. Vous êtes juriste, n'est-ce pas? Et vous allez vous adresser aux populations guinéennes, justement, pour, dans la perspective, n'est-ce pas, de la présidentielle de décembre, pour une élection apaisée. Votre perception, votre lecture. Voilà. Et moi, je voudrais... pour clôturer, venir dans le sens de ce que vient de dire monsieur le ministre. Le 5 septembre, un homme a risqué sa vie et celle de son équipe. Il a pris le pouvoir par la force.
Et il a promis aux Guinéens, je vais refonder. Il a expliqué le pourquoi. La prise de pouvoir était par la force, mais l'acceptation du peuple, c'était par le biais du discours. Il a promis, quand il a dit le pourquoi il a pris le pouvoir et qu'est-ce qu'il compte en faire, tous les Guinéens l'ont accepté. Il a eu une unanimité qui n'a jamais été obtenue ici par un candidat. Parce que même le vote du oui pour nous amener à l'indépendance, il y avait beaucoup de voix qui étaient non. C'est le oui qui a gagné sur le non, mais ce n'était pas unanime. Et quand le président Mamadi a pris, je n'ai vu aucune ville, aucune contrée qui s'est insurgée contre son acceptation. Alors, quand on a accepté ça, il a commencé de belles réformes depuis 5 ans. C'est pas le moment qu'ils disent « je ne serai pas candidat ». Il aurait trahi la confiance de tous les Guinéens qui l'ont accepté. Et quand son équipe a travaillé sur la nouvelle constitution qui fixe les caps de la Guinée que nous voulons pour demain, plus de 80% des électeurs ont voté oui. Alors, ne pas aller pour continuer ce travail serait de trahir cette confiance-là. Donc, vous êtes dans l'axe. Donc, ce que j'ai à dire aux Guinéens et principalement aux futurs candidats, c'est qu'il faut tenir parole. Merci, M. Diallo. Alors, la transition, nous l'avons dit, est en train de se terminer. Nous allons connaître très bientôt une compétition électorale présidentielle phare qui va marquer le retour à l'ordre constitutionnel. À ce stade, les candidats, il y a des déclarations des personnes qui ont manifesté l'intention d'y aller. Le fait que nous évoluons dans un délai plutôt restreint maintenant permettra de trier très rapidement les potentiels compétiteurs. À eux de savoir une chose, que la compétition électorale présidentielle qui va s'annoncer ne doit pas être un moyen pour diviser le peuple. Nous avons connu, cette transition a été l'occasion de refonder, de souder le peuple, de restaurer la quiétude dans la société, d'éloigner la méfiance pour ramener la confiance. Cette dynamique-là doit être persévérée. L'état de droit, la justice pour laquelle tout le monde se bat doit être amplifiée pour que la nouvelle République qui va être mise en place avec des autorités légitimes, peu importe celui qui va être élu, que ce soit le président de la République, l'actuel général Mamadi Doumbouya ou quelqu'un d'autre, l'essentiel, c'est que la Guinée n'a pas besoin d'un sauveur. La Guinée a besoin d'un État juste, de personnes qui acceptent de prendre de la hauteur et de répondre aux destinées, de préoccuper, de servir avant de régner. Moi, j'ai mon opinion. J'ai laissé quelque chose d'extrêmement important où j'étais expatrié pour rentrer en Guinée après le 5 septembre. C'est parce que je crois en la personne du GMD. La vision, pour moi, elle est bonne. J'y adhère. Maintenant, le choix de se porter candidat ou pas, c'est un choix qui lui est personnel. Et lorsqu'il fera ce choix, personnellement, je tirerai les conséquences. Et je sais que je serai a priori du côté de celui à qui j'ai fait confiance au lendemain du 5 septembre. Monsieur le ministre, vous regardez cette caméra. Vous êtes habitué justement à vous adresser au peuple de Guinée. Vous êtes le coordonnateur de cette synergie. Et vous avez entendu vos prédécesseurs et vous allez vous adresser au peuple de Guinée. Je voudrais m'adresser au peuple, le vaillant peuple de Guinée, pour lui dire que le 28 décembre, nous avons rendez-vous avec le destin. Nous avons une opportunité aujourd'hui de faire en sorte que les Guinéens se retrouvent. Nous avons un leadership qui n'est pas marqué par des clivages politiques, ethniques ou régionalistes. Faisons en sorte que le lendemain du 28 septembre, que la Guinée soit meilleure que par le passé. L'élection est un choix. Chacun est libre de choisir qui il veut. Mais au finish, quand on est démocrate, on accepte de se plier sous la décision de la majorité. Et de savoir que la démocratie ne se limite pas seulement au processus électoral, mais au-delà de l'élection, il y a le dialogue, il y a les débats. Surtout, il y a la Guinée qui nous appartient tous. Et c'est pour cette Guinée, nous faisons des élections pour qu'elle soit meilleure
pour qu'elle soit paradis terrestre. Donc j'invite tous les Guinéens, quel que soit le résultat qui va sortir demain, que nous voyons la Guinée qui est supérieure à nous tous. Voilà. Amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission J de Justice, Démocratie, votre tribune débat pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent en République de Guinée. Vous l'avez compris, le débat politico-constitutionnel se poursuit dans une Guinée qui bouge. La présidentielle du 28 décembre est dans tous ses états. En tout cas, les politiques se démènent, la société civile, le peuple de Guinée fonde tout grand espoir. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, que la DG est au devant de la scène, en tout cas devant organiser cette élection de tous les enjeux, et le débat est ouvert dans la cité. Comme l'a dit l'autre, l'esprit humain se ressaisit de tout ce qui est uniforme, même quand il s'agit du bonheur parfait. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette émission avec trois invités de taille. Le ministre Makanera était dans cette émission. Merci d'être venu dans cette émission, Gilles. Avec lui, docteur Selou était là. Merci d'être venu dans cette émission. Merci, mesdames et messieurs, docteur Sidiki Diallo aussi était dans cette émission. Merci aux trois invités, mesdames et messieurs. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo et merci de l'avoir pratiquée.